Bonjour à tous, nous avons la chance aujourd'hui d'être à la Galerie Christie's à l'occasion de l'exposition d'Imer et Malta. Vous allez découvrir un univers vraiment très singulier avec des matières, des textures, beaucoup de poésie. Et donc du coup aujourd'hui on a la chance en fait d'avoir Valérie Maltaverne qui est vraiment la fondatrice, l'artiste derrière la marque Imer et Malta et un designer avec qui elle a travaillé sur plusieurs pièces, Benjamin Grindorge. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. Merci. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique particulière puisque depuis quelques jours, on essaye de dresser le fil de la jeunesse d'Imer et Malta. On va s'intéresser au travail entre Imer et Malta et les designers et en particulier avec Benjamin. Alors Benjamin, juste en quelques mots, on sait que vous êtes plutôt dans le design industriel. Vous travaillez actuellement avec Schneider Electric. Vous avez fait une résidence à la Villa Kujoyama et vous avez collaboré avec Imer et Malta autour de 5 pièces sur la thématique du rêve. Et on va se rendre compte au fur et à mesure en fait de notre voyage au sein d'Imer et Malta que le rêve est prédominant dans ces créations. Alors Valérie, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez avec les designers au sein d'Imer et Malta et comment vous avez rencontré Benjamin? Alors, j'ai rencontré Benjamin parce qu'en fait, le nom de Benjamin Grindorge me faisait rêver. Et j'avais très envie de rencontrer ce Benjamin Grindorge. Et il est arrivé un jour à la maison, parce que c'était un de nos amis communs qui nous avait présenté. Et en fait, Benjamin était très jeune à l'époque et moi très jeune aussi à l'époque dans ce métier qui allait se développer et qui n'était pas encore vraiment totalement développé. Et en fait, on n'a parlé que de voyage, que de qui il était, qui j'étais. Et Benjamin me racontait ses voyages en Argentine avec le vent, les chats qui volaient. Et en fait, quand j'écoutais Benjamin, je rêvais, parce que moi je suis sortie du monde du cinéma, comme il a été expliqué précédemment. Et en fait, Benjamin m'amenait à rêver. Et en fait, nous avons rêvé ensemble. Et Benjamin partait là pour la Villa Kujoyama. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Benjamin, j'adorerais qu'on travaille ensemble. Mais Benjamin m'a dit mais je pars, j'ai dit mais c'est pas grave, on aura des rendez-vous quotidiens ou hebdomadaires du Japon, France Japon par internet, et voilà, c'est comme ça que nous avons démarré tous les deux. Alors Benjamin, on sait qu'Imer et Malta travaille sur les métiers d'art. Elle embarque les métiers d'art dans le 21e siècle. Et donc du coup, en tant que designer industriel, peut-être que c'est un univers un peu éloigné. Comment vous avez appréhendé cette approche de Valérie? L'artisanat, les métiers d'art, c'est pas du tout éloigné du design industriel. Moi j'ai une formation de design industriel, c'est-à-dire que j'ai appris les techniques, les process, les technologies. Mais en fait, ce qu'on apprend quand on est designer, c'est à travailler sur les usages et comment les gens vivent. Et ce qui compte malgré tout, c'est quand même d'impulser une sorte de saveur, une sorte de qualité à la vie des gens par nos productions. Et finalement, en fait, le résultat de tout ça, c'est juste un curseur entre quelque chose qui est pour tout le monde ou quelque chose qui est pour peu de personnes, mais de façon très précise. Et l'artisanat, c'est les mêmes technologies que l'industrie, c'est juste plus ambitieux, peut-être plus précis et peut-être plus compliqué à appréhender. Ce qui fait qu'on se retrouve ici dans une galerie, mais en fait finalement cette table, elle est pour tous les jours, cette lampe elle est pour tous les jours, et c'est une chose, c'est pour ça qu'aussi on dit avec Valérie on dit toujours qu'on fait du design, parce qu'en fait c'est quand même même si ça reste du design haut de gamme, parce que dans le process c'est pas simple, c'est quand même pour la vie des gens, la vie normale des gens. Et finalement en fait le design industriel c'est juste ça. D'accord. Voilà. Alors c'est bien de faire justement ce rapprochement entre design et métier d'art et de casser aussi les idées reçues. Merci beaucoup. Et Valérie, du coup, dans votre manière de travailler, vous avez votre univers de l'artisanat, des métiers d'art, etc. Et vous savez vous entourer de talents comme Benjamin pour justement développer des choses, des pièces qui sont uniques. Comment vous avez travaillé avec Benjamin
dans le cadre de cette collaboration? Alors, ma relation avec Benjamin est très unique. Déjà parce que on s'entend extrêmement bien, on se comprend extrêmement bien, que j'adore. Benjamin dessine beaucoup et je suis fada de ses dessins. Donc, en fait, ses dessins me font rêver. Et c'est vraiment, je crois que notre relation, c'est vraiment sur le rêve, c'est sur la bonne entente. Et en fait, de ces dessins, j'imagine des choses, nous en parlons, Benjamin revient, et en fait, ce sont des allers et retours qui sont des très beaux allers et retours et qui font qu'à la fin, la pièce est très belle. Et que Benjamin, et justement, je pense que c'est aussi ce qu'un designer industriel apprend, et qui est très importante dans la pièce finale, c'est que il peut refaire et refaire et refaire le dessin jusqu'à ce que ce soit juste parfait et sans jamais témoigner d'énervement ni de... Et voilà, il peut travailler pendant... il y a une pièce, par exemple, il me dit, mais Valérie, ça fait 1 an qu'on y est. Je lui dis, mais attends, voilà, il faut pas... Là, il n'y a plus qu'un chouïa, et ce chouïa est indispensable pour que ce soit juste formidable. Et Benjamin avance avec aisance là-dedans, ce qui n'est pas forcément facile. Voilà. En fait, quand on dessine, on a toujours... bon, après, il y a plusieurs façons d'arriver à un projet. Soit c'est par un cahier des charges, soit c'est par une technologie, soit c'est par des usages. Et puis après, il y a, nous, ce qu'on impulse, c'est notre sensibilité, nos émotions, tout ça. Et ça, c'est ce qu'on peut qualifier de rêve, mais voilà, on peut aussi dire que c'est ce que je parlais tout à l'heure de saveur, mais en gros, c'est les émotions. Les dessins, en fait, que je présente à Valérie, bon, après, on a des process, ça peut changer, mais les dessins que je présente à Valérie sont jamais des projets. C'est plutôt toujours des univers, des saveurs, des sensations. Et en fait, c'est des couleurs, c'est des formes, c'est des bouts de forme, des bouts d'expression, Et en fait, ensemble, on construit le projet. Alors évidemment, on le construit seul, tous les deux. Et après, on le présente à des artisans qu'on imagine pouvoir travailler avec nous. Et en fait, à chaque fois, on est obligé de refaire le projet. Parce que c'est pas possible, parce que technologiquement c'est pas adapté, ou même que ça coûte trop cher, ou que c'est trop long. Et ça, notre travail, en fait, il repart pas à zéro, mais en tout cas, il est de reprendre les choses et surtout d'écouter. Et en fait, proche en proche, on agrège des gens autour d'un projet pour que ça devienne quelque chose de totalement unique, un projet à 4 mains, voire à 6, 8 mains. Et justement, Valérie, le fait de s'entourer d'artisans et un peu de les challenger sur leur technique, comment vous l'avez vécu ensemble? Parce que peut-être par moment, suite à des limites peut-être techniques, vous êtes quand même allé au-delà, vous avez quand même poussé, vous avez réussi à le faire. Parfois, il faut complètement changer de direction. Comment ça se passe en fait? Je pense qu'on n'a jamais complètement changé de direction. Je pense que si les pièces d'Imer & Malta sont très très uniques, c'est que justement... il ne faut pas lâcher l'artisan pour que l'artisan ait envie d'ouvrir son métier à nos envies, Voilà, il faut aussi faire rêver l'artisan pour que l'artisan ait vraiment envie de nous accompagner. Je pense que c'est ce qui fait vraiment partie... C'est ce que je pense qu'on ressent à travers les pièces. Là, nous sommes chez Christie's et nous avons eu l'occasion de recevoir énormément de collectionneurs et ils disent on n'a jamais vu ça. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, on est très libre. Et c'est ce que dit Benjamin, c'est que dans ce travail, c'est un luxe absolu, c'est qu'on n'est pas coincé par le temps. On pense rarement aux questions financières. Et on se laisse totalement aller à nos exigences en fait. Et une chose aussi qui est assez intéressante, c'est que en fait les artisans, mais tous les gens qui ont un savoir-faire très précis, ils sont hyper forts dans leur domaine. Et en fait, notre savoir-faire à nous, Valérie et moi, c'est de pas être très bon, mais c'est être capable d'agréger les gens entre eux. C'est-à-dire que parfois, un projet, il faut pas juste un menuisier, il faut un serrurier, un plaqueur, un tailleur de meubles. Et en fait, c'est cet assemblage-là qui fait que le projet devient unique. C'est comment on recompose. Finalement, la complexité, elle est là tout le temps. Et effectivement, il y a des gens qui sont complètement spécialistes. Mais après, ce qu'il faut, c'est savoir associer les gens correctement. Donc moi, je suis designer, j'associe les technologies. Valérie, elle est artiste, productrice.
Depuis toujours, c'est sa façon de travailler. Et on essaie d'amener les gens avec qui on travaille, parfois c'est des industriels, parfois c'est des artisans, à cohabiter avec nous et entre eux aussi. Ce qui fait que le projet devient unique, parce que c'est des associations qui se font rarement, voire jamais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le parcours de Valérie, précédemment, vous étiez dans le domaine du cinéma, du dessin animé. Donc, justement, il y a cette notion de temps, de long métrage qu'on retrouve justement dans les réalisations que vous avez faites. Cette notion de temps, de pouvoir rassembler tout un tas de savoir-faire, de techniciens, etc. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de vivre dans le design industriel? Est-ce que cette expérience, pour vous, vous l'avez reçue, vous l'avez vécue de manière assez unique avec Valérie, à travers cette particularité? Avec Valérie, avec Imer et Malta, c'est poussé au paroxysme. Mais le temps est toujours une notion importante du projet. Ce qui est rigolo avec Valérie, c'est que presque, on pourrait dire qu'on est les designers, artistes, les plus rapides et les plus lents du monde. C'est-à-dire qu'à la fois, comme ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble, on a une bibliothèque d'émotions, de savoir-faire, de choses qu'on aime, qu'on n'utilise pas toujours en fait. Et à chaque fois qu'on fait un projet, on en met de côté parce qu'il faut qu'il soit précis, il faut qu'il soit tranchant, il faut qu'il soit exceptionnel. Donc en fait, tout ce qu'on met de côté, on ne le perd pas et on le garde en nous. Et ce qui fait que maintenant, on a une sorte de chose qui, grâce au temps, est devenu très très généreux et vraiment très varié. Après, le temps dans le design, il y a des projets qui prennent 1 an, il y a des projets qui prennent 7 ans. Et finalement, c'est pas grave, c'est normal. Mais c'est sûr qu'avec Valérie, on a peu de limites. Mais c'est ce qui fait qu'après, on a la chance d'être là, on a la chance de pouvoir présenter ce travail. C'est parce que ça ressemble à rien d'autre en fait. C'est un domaine, on défriche. Alors justement, Valérie, est-ce que vous pouvez nous parler d'un processus créatif sur l'une des pièces que vous avez créées ensemble? Comment vous avez, par exemple, l'une des pièces parmi l'une de vos collections en termes de création, de processus, de temps? Admettons, prenons donc cette table sans tourner le dos à nos amis. En fait, la collection, parce qu'il y a toujours un thème aux collections, puisque c'est soit un matériau que l'on explore, soit un savoir-faire. Et donc là, j'avais vraiment envie de remettre la marqueterie au goût du jour. Alors, on parlait plus du tout de marqueterie à cette époque. Et les 3/4 des gens me disaient « Mais Valérie, t'es complètement folle, la marqueterie, c'est complètement fini, c'est désuet. » J'ai dit « Oui, mais c'est ça qui me plaît, c'est de remettre un savoir-faire au goût du jour. » Donc c'est vrai que là, sur chacune des collections, il y a toujours 4-5 designers. Avec Benjamin, puisque je m'entends particulièrement bien avec Benjamin et qu'on travaille. Non mais c'est qu'une question de relation, c'est impossible de créer des pièces on va dire au sein du studio, s'il n'y avait pas une vraie jolie entente, parce que c'est un boulot qui est extrêmement difficile en fait, qui est pointu de pointu, donc il faut vraiment être hyper généreux les uns vis-à-vis des autres, être attentif, qu'il n'y ait pas d'ego, qu'il n'y ait pas de... Et donc Benjamin fait toujours 2 pièces pour chacune des collections parce que justement on a ce travail ensemble qui je dirais pas facile, mais qui en fait nous enthousiasme. Le dialogue est facile. Le travail est compliqué parce qu'on est exigeant sur le détail. Bonjour. Non mais voilà, le travail et notre relation est facile, mais le travail est très exigeant. Donc on a besoin de ces allers-retours qui peuvent durer effectivement, comme le disait Benjamin, excessivement longtemps. Donc en fait, voilà, tout ce travail autour de cette collection a été de remettre la marqueterie de bois au goût du jour et techniquement facile à utiliser. Là, par exemple, cette table qui est présentée ici, je dîne sur cette table presque tous les jours de ma vie. Et depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Enfin, et elle est nickel. Et pourtant, c'est le prototype. Donc, les prototypes ont toujours morflé
parce que justement, on voit que c'est pas le bon vernis, parce que c'était vraiment le tout début de remettre cette marqueterie en perspective. La marqueterie avait été, on travaillait avec un vieux monsieur, parce qu'il n'y avait plus personne qui faisait de la marqueterie à l'époque. Donc la marqueterie, aujourd'hui, toute la technique, on l'a, alors qu'au départ, nous ne la possédions pas. Donc après, ça avait été vraiment d'aller trouver toutes les essences de bois pour pouvoir faire ce très beau dégradé. Donc trouver ces belles essences de bois, trouver un piétement léger qui allait avec cette table, avec ce graphisme qui était la peau de serpent, mais très graphique. Et cette table fait partie des grands succès. De toute façon, toutes les pièces sont des grands succès. Toutes nos pièces. Je pense qu'on est hyper fiers de notre travail. Oui. C'est la première chose en fait. Oui, c'est pas si simple. La première chose quand Valérie a évoqué la marqueterie, qu'on ait fait, c'est d'aller visiter en fait les collections nationales et puis les artisans. Et moi, on s'est très vite rendu compte que ce qui me plaisait dans cette histoire de marqueterie, c'est que ça ressemblait à de la peau. C'est du bois tranché très fin, qui une fois assemblé, pouvait ressembler à quelque chose qui avait la sensualité d'une peau. Ensuite, la deuxième chose qu'on voulait déjouer, c'était le côté fragile. Parce qu'on nous a toujours dit, la marqueterie, c'est utilisé comme un décor uniquement. Donc nous, avec Valérie, comme on est un peu idiots, voire têtus, on s'est dit on va faire une table. Et là, c'est quand même une belle prouesse, c'est-à-dire que cette table, elle doit avoir 7 ans. Et même si elle a vécu, effectivement... Elle a 10 ans. Ok, 10 ans. Elle tient le coup. Alors, l'idée du projet, donc, c'était que ce soit une peau. Et donc moi je voulais qu'en dessous, là, toute la structure, ça soit comme un squelette. En fait, je voulais quelque chose de très sensuel. Parce qu'une table, on l'a vraiment conçue comme une table pour manger. Et une table que l'on mange, on ne la regarde pas vraiment. Par contre, on la touche, on la sent. Et c'est pour ça qu'il y a cette épaisseur. Il y a un effet de douceur. Et tout à fait. Et le fait d'avoir mis un arrondi, en fait, technologiquement, c'est quand même une prouesse pour les gens qui font de la marqueterie. Personne ne le sait, parce que tout le monde s'en fout. Mais moi, j'étais content de ça. Et la troisième chose qui était importante pour nous, au début, moi, j'avais dessiné une table avec des dégradés colorés, parce qu'en fait, en marqueterie, il est assez habituel d'avoir, pour faire des décors, d'avoir du bois teinté. Et donc, on a fait tout le projet, tout ça. Et puis finalement, avec Valérie, il y a quand même une chose, c'est un statement, quoi. C'est une chose hyper importante, c'est dans l'âme d'Imer-Malta, c'est que les projets durent longtemps. Et que ça vieillisse bien. En fait, dans le design contemporain, et peut-être un peu aussi dans l'industriel, le vieillissement d'un projet, maintenant c'est presque, je crois qu'il y a une loi pour ça, mais globalement, si ça dure plus de 5 ans, on est content, quoi. En fait, nous, notre idée, c'est que ça dure 100 ans, minimum. Donc en fait, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de rester en bois naturel, parce qu'en fait, le bois, ça vit. Ça bouge, c'est ce qui est beau. Mais donc ça change de couleur, ça s'altère, ça se transforme. Et là, moi, je suis très heureux parce qu'en fait, évidemment, ça a changé de couleur. Mais ça a gagné presque, en fait. C'est presque mieux maintenant. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est vraiment des trucs importants. Trouver tous les plaquages de dégradés, trouver toute cette forme de table, parce qu'au départ, elle n'avait pas du tout cette forme. Et à nouveau, c'est tous les allers-retours jusqu'à ce qu'on trouve la forme parfaite, jusqu'à trouver le piétement. C'est ce que j'appelle tous ces allers et retours qui font que la pièce, à la fin, elle ressemble jamais. Je ne lâche sur un truc qui me paraît. Je dis à Benjamin, non, là, on n'a pas encore atteint le truc génial. Et on travaille jusqu'à ce que la pièce, pour nous, soit géniale. Et c'est vrai que je vis avec les prototypes. Donc, comme je le disais tout à l'heure, un prototype est légèrement moins bien fait puisque ce prototype a un peu morflé. C'est le crash test. C'est un peu le crash test. Et c'est un prototype avec lequel je vis, je reçois énormément et je n'ai jamais eu de problème. Le vin qui tombe dessus, la bougie, il n'y a jamais eu un seul... Pardon ? Les couverts. Oui. Les couverts, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une grosse recherche du vernis qui pouvait accepter tout ça. C'est pour ça qu'un prototype morfle beaucoup, parce qu'on se rend compte que le vernis n'a pas été le bon vernis. On repolit, on revernit, jusqu'à trouver la bonne alchimie du dessin, du graphisme,
des essences de bois, de la forme. Voilà, c'est un travail qui est extrêmement complet, quoi. Alors j'imagine que les artisans avec lesquels vous avez travaillé ont dû être assez fascinés du résultat, parce que quand même la marqueterie c'est surtout du plaquage. Quand on regarde la marqueterie dans l'ancien, c'est du plaquage, et là on arrive à un résultat qui est très élégant, très raffiné, très doux. Donc j'imagine que les artisans, après une collaboration avec vous, ont dû se dire « Waouh, on est capable de faire ça ». Quels ont été les retours de leur part? Alors, l'artisan, en l'occurrence, avec qui nous avons travaillé, parce qu'en fait, plus personne ne travaillait la marqueterie de bois. Voilà, c'est pour ça que la collection s'appelle La Belle Endormie, la marqueterie de bois revisitée, parce que ça ne se faisait absolument plus. Et ce monsieur, en fait, qui avait un certain âge, faisait essentiellement de la marqueterie pour des antiquaires, pour faire de la restauration, ou fabriquer des faux, en fait, partir d'une vieille carcasse. Parce qu'en fait, malheureusement, quand on a, voilà, c'est un peu ce qui faisait vivre ces derniers artisans de la marqueterie. Et en fait, ça n'a pas été un boulot simple parce qu'on travaillait au fond d'une cave. Mais ce monsieur était heureux parce que probablement c'est son dernier travail avant de partir à la retraite. Et il a été vraiment très aimant, j'allais dire, très à notre égard, très heureux de participer à ce projet. On trouve, avec l'exigence qu'on met dans le dessin, le travail préparatoire, il y a quand même peu d'artisans qui sont capables de nous suivre. Enfin, faut être assez honnête sur le fait que notre exigence elle est vraiment haute et que les artisans avec la vie, les charges, c'est pas si simple. Donc il y a quand même peu de gens et donc on a déjà une sorte de on a vraiment le haut du panier sur notre sélection d'artisans. Puis après, même si on arrive à les faire travailler avec nous, parce qu'on les fait rêver. Mais dans le travail, il y a toujours un moment où c'est vraiment dur, parce qu'en fait, on est encore plus exigeant qu'on en a l'air. Et à la fin, ils sont toujours très heureux. Ils sont toujours très heureux. Mais et puis parce qu'en fait, on les a fait bouger. Ce monsieur-là effectivement était proche de la retraite, et pourtant, il continue à apprendre avec nous. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui, je pense que c'est de faire réfléchir voilà, c'est réciproque, artisans, c'est très réciproque. de faire travailler les artisans, comme dirait mon amie américaine qui est là, les faire penser out of the box. Voilà, c'est vraiment les emmener là où eux-mêmes n'auraient jamais cru qu'ils étaient capables d'aller. Après, il y a un truc qui est hyper important. Alors ça, moi, c'est un truc que je n'avais pas complètement saisi, mais Valérie le souligne beaucoup. C'est que on a tous un devoir. Et notre devoir, là, il est aussi de préserver des savoir-faire. Ce monsieur-là, il est parti à la retraite, il n'avait pas réussi à transmettre tout ce qu'il savait. Et en fait, souvent, on se retrouve, que ce soit avec la marqueterie, la tapisserie, on est quand même avec des savoir-faire qui sont magnifiques, mais qui sont peu, qui ont du mal à survivre, la contrainte. Là, par exemple, Valérie, tu as fait un salon des antiquaires en Allemagne, quand même quelque chose d'assez élevé. On nous a demandé si ça, c'était de l'impression. C'est vrai? Oui, alors qu'on était dans un salon des antiquaires. Non, c'était pire. C'était à Bâle, en Suisse, où normalement, donc, on a la crème de la crème des collectionneurs. Et tous les gens venaient pour me demander est-ce qu'on avait peint sur du bois. Je leur disais non, c'est du bois, c'est des plaquages naturels. Ça a suffisamment été long pour trouver ce dégradé de bois naturel. Et les gens pensaient que je baratinais. Donc en fait, on a vraiment presque un devoir pédagogique aussi. C'est-à-dire on est là pour, moi je le considère vraiment comme ça, pour préserver des savoir-faire. Parce que c'est vraiment compliqué, parce qu'en fait, malgré tout, on a une certaine pudeur dans notre production. Enfin, c'est jamais du show-off. Il n'y a aucun projet qui a une expression un peu vulgaire de ce que serait la technologie ou le savoir-faire. En fait, tout doit être hyper calme parce qu'on veut que tout le monde puisse vivre avec nos projets. Donc on est dans une sorte de choses où effectivement, ceux qui achètent nos objets ont vraiment une attitude de vie. Et ça, c'est vraiment, c'est un peu malgré nous, hein, parce qu'en fait, finalement, on dessine un peu pour nous quand même. Mais en tout cas, on dessine pour nous, et comme on a horreur de ce qui pourrait être show-off ou bling-bling, en fait, toutes les pièces sont très... c'est pour ça que le dessin est très long, parce qu'on est au centimètre près, pour que justement ne pas être agressé par quoi que ce soit, parce que de vivre, alors moi qui par exemple vis avec tous les prototypes, s'il y avait une pièce que je pouvais plus voir en peinture, je serais obligée de la mettre à la poubelle, et parce que je vivre avec quelque chose, je pense que les pièces
qui sortent de ces collections sont des pièces qui sont très... C'est un bonheur de vivre entouré de ces pièces. Et réellement, aujourd'hui, je peux le dire, parce que je vis avec certaines pièces depuis 15 ans. Donc, et je ne m'en lasse pas, c'est vraiment de la poésie amenée à la maison. Et quand un travail est extrêmement bien fait, on ne s'en lasse pas. Merci beaucoup pour ce moment de poésie intemporelle. En tout cas, on vous remercie. Merci beaucoup. On vous remercie infiniment d'avoir été là ce matin. Merci.